Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, on entre dans un univers fascinant, souvent fantasmé, parfois mal compris, celui du pentest ou test d'intrusion. Notre invité a plusieurs certifications de renom dans le domaine de la sécurité offensive, OSCP, OZEP, CRTE, CRTP et j'en passe. Et surtout, un passionné du terrain. Il va nous ouvrir les portes de son métier, nous parler de son parcours, des outils qu'il utilise, des défis qu'il rencontre et de l'évolution de cette discipline stratégique pour les entreprises. Que vous soyez curieux, étudiant ou professionnel en reconversion, cet épisode vous donnera des clés concrètes pour mieux comprendre la réalité, loin des clichés de hacker ensuite à capuche. Godwin, merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur Cybercast. Bonjour Junior, bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être là sur ce nouvel épisode du podcast Cybercast pour vous parler du métier de pentester. Merci Godwin, c'est avec plaisir que nous te recevons. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours jusqu'au métier de pentester? Oui, comme tu l'as dit, je suis Godwin, pentester de métier et formateur en cybersécurité, plus sur la sécurité offensive. Donc, j'ai créé il y a environ 2 ans une communauté de passionnés de la cybersécurité. Nous sommes plus de 300 personnes. Donc, on a des passionnés, on a des personnes en reconversion, des étudiants, des professionnels et tout un tas de personnes. Donc, c'est une communauté où on installe le partage, l'échange et la montée en compétence des différents membres. Et le tout autour d'une autre passion, la photographie. Donc, ça, c'est mon deuxième monde après la cyber. Donc, c'est pour dire que je ne fais pas que de la cyber, je fais aussi de la photographie, pas passion. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. J'imagine que tu prends de très beaux clichés. J'essaye, ça permet de décompresser un peu, ça permet de changer un peu parce que tout le temps derrière l'écran, ça peut fatiguer les yeux, même si l'appareil photo, je me retrouve toujours derrière un écran, mais c'est toujours mieux Ouais. que devant un terminal en train de taper toujours des trucs sur le clavier. Ouais, je suis d'accord. Alors, du coup, pour nos auditeurs, Godwin, qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser, pardon, dans ce domaine très particulier de la cybersécurité? Est-ce que c'est une spécialisation qui est venue après? Non, c'est une spécialisation qui a commencé très tôt. Généralement, on dit de commencer dans la cybersécurité avec les généralités et après on va se spécialiser. Mais moi, ça a été un peu le contraire. Tout a commencé en 2015 quand j'ai découvert la série Mister Robot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui parle un peu de hacking, de Red Team et tout. C'est une série qui a été publiée en 2015. Je crois les premiers épisodes ont été publiés en 2015. Donc, je l'avais découvert en fin 2015. Contrairement à d'autres personnes, moi, j'ai commencé la sécurité offensive en tant que script kiddie avant de me rendre compte que j'avais laissé certaines bases derrière moi. Non, généralement, on commence par les bases et après, on vient en spécialité. Mais moi, j'ai fait le chemin contraire. Et à l'époque, en 2016, j'avais un petit groupe. Je crois qu'en de mémoire, on était 5. Il y avait 2 Béninois, un Ivoirien, un Camerounais et la cinquième personne, non. Je doute. Soit c'est un Gabonais ou un Tchadien parce que ça faisait vraiment un bon moment. En plus, je ne suis pas resté longtemps en contact avec lui, mais avec les autres, j'ai été longtemps en contact. Donc, mon second béninois, vu que je suis béninois aussi, et l'Ivoirien et le Camerounais. Donc, à cette époque, on avait un petit groupe. On avait baptisé les Pirates d'Afrique. On bidouillait des petits trucs en hacking, on essayait de comprendre comment fonctionnaient les choses. Mais malheureusement pour nous, on avait très peu de connaissances. On était vraiment à l'étape de script qui dit tout ce qu'on voyait comme script, comme outil, on essayait de les exécuter sans vraiment comprendre le principe derrière, le fonctionnement derrière. Donc c'est un truc qui a duré quelques années. Il a fallu, par exemple, attendre 2019 avant que je ne touche à la sécurité défensive.
Donc, j'ai commencé très tôt avec la sécurité offensive. Et ça, je l'ai commencé en faisant des home labs, en faisant des CM à maison avec quelques outils de détection et autres. Donc, c'est à ce moment que j'ai vraiment touché et découvert les profondeurs. Je dirais pas profondeur en tant que tel parce que c'est pas un sujet que j'ai très exploré, mais c'est en ce moment que j'ai découvert la sécurité défensive, par exemple. Et c'est en faisant mon chemin que je me suis rendu compte que j'avais quelques lacunes, que j'avais des notions que j'ai dû laisser derrière moi, qu'il faut maintenant retourner en arrière, les combler, donc en termes de connaissances en programmation, des connaissances en développement web par exemple, des connaissances en réseau. Donc, c'était des connaissances qui étaient très importantes pour le métier de pentester, l'administration système. Je connaissais pas très bien le système d'exploitation Windows, encore moins les systèmes Linux. Même faisant, j'ai compris que être un script qui dit ça va pas m'amener loin, ça va pas me rapporter quelque chose non plus. Qu'il fallait que je réapprenne les bonnes bases et que je me lance maintenant sur cette formation ou sur une formation en sécurité offensive. Donc j'ai commencé avec une licence et après j'ai fini avec un master et un peu d'auto-formation. Voilà un peu comment s'est fait ma spécialisation en sécurité offensive, notamment en test d'intrusion. C'était pas un chemin Ouais. tout tracé. Effectivement, je voulais juste faire une précision pour nos auditeurs. Un script qui dit, c'est une personne qui utilise des outils ou des techniques, des fins, sans souvent comprendre comment fonctionne l'outil. Voilà, il se prend pour quelqu'un qui a les compétences, mais qui n'a pas les compétences. Effectivement, parce qu'il y a une grosse différence entre celui qui crée l'outil et celui qui l'utilise. L'utiliser en comprenant l'outil, c'est une chose, mais l'utiliser sans comprendre l'outil, ça, c'est vraiment toute autre chose. Et je pense Exactement. qu'à l'époque, j'étais dans cette catégorie. Et là, aujourd'hui, t'as vraiment passé ces caps. Ça, on n'a pas besoin de poser cette question encore parce qu'on le sait. Ah oui. Et tu avais parlé d'une communauté, hein. Je voulais aussi préciser que c'est la communauté Hack the Boss Meetup Bénin. Oui, C'est bien ça. oui. C'est une communauté où on organise des meet-ups régulièrement, 2 meet-ups en moyenne par mois. Ouais, Donc les meet-ups, ça consiste à un partage d'expérience. Donc il y a certaines personnes qui ont déjà la connaissance, soit l'expertise, soit ils ont déjà une base qu'ils souhaitent partager. Donc il n'y a pas vraiment de niveau requis pour pouvoir intervenir en tant que présentateur sur le meet-up. Toutes les connaissances, tous les niveaux de compétences sont acceptés. Même si tu es junior et que tu maîtrises une technique que tu veux partager avec les autres membres de la communauté, tu es le bienvenu. ouais, Bon, généralement, on traite plus des sujets liés à la sécurité offensive qu'à la sécurité défensive. Mais le meet-up, il n'est pas exclusif à la sécurité offensive. Tous les sujets sont traités, que ce soit de l'audit, de la GRC, de l'analyse de vulnérabilité, de mise en place des mesures de sécurité, la mise en place de CIEM, de la détection des attaques. Bon, tout y passe. Tout ce qui a rapport avec la cybersécurité. effectivement. En tout cas, ce type de communauté est beaucoup en vogue dans la région ouest africaine. Je peux citer entre autres le Meetup Côte d'Ivoire, Abidjan, le Meetup Togo, il y a Sénégal si je ne me trompe. Tellement En tout cas, c'est bien, voilà, nos auditeurs, c'est de chercher à connaître ces groupes-là, ces communautés-là, y adhérer. On apprend énormément. Alors, Godwin, on va plonger à présent dans le cœur du métier du pentester ou du testeur d'intrusion. On va le dire comme ça en français. ouais. Qu'on va essayer de comprendre au mieux pour nos auditeurs. Concrètement, toi qui es un praticien, c'est quoi ton quotidien en tant qu'un pentester? Comment se passe une mission type de pentest? Déjà, pour ceux qui ont découvert le métier de pentester, où je peux aussi me permettre d'utiliser le thème ethical hacking à travers les films, le quotidien, il est un peu plus différent de ce qu'on voit dans les films. Parce que dans les films, on voit une personne derrière son écran qui pénètre n'importe quel système à tout va. Donc, c'est comme si les systèmes n'avaient pas de défense ou qu'il était surpuissant. Il avait toutes les connaissances pour contourner tous les systèmes de défense. Donc, le quotidien d'un pentester ce n'est pas pareil. Là, on travaille sur des systèmes d'entreprise avec un minimum de maturité.
Donc, quand je dis un minimum de maturité, c'est des systèmes qui ont été durcis un minimum, qui ont des mesures de sécurité. Ça peut être des firewalls, ça peut être des IDS, ça peut être des systèmes à jour, des patchs qui ont été bien mis en place. Donc, tout un tas de mesures de sécurité pour atténuer les attaques et augmenter le niveau de sécurité. Pour revenir un peu sur le quotidien, c'est pas tous les jours qu'on va tomber sur des RCE, on va obtenir un shell et directement faire une élévation de privilèges. Parce que pour ceux qui connaissent un peu le métier et qui font des exercices sur des plateformes d'entraînement ou d'apprentissage ou des CTF, généralement sur les machines ou sur les environnements qu'on va tester sur ces plateformes, on aura facilement une faille, une CVE qui va nous permettre d'obtenir une RCE. Une RCE, c'est quoi? En anglais, c'est Remote Code Execution. Donc, l'exécution de code à distance sur le serveur. Donc, on va exécuter des commandes système sur le serveur à distance à travers l'application. Donc, c'est pas tous les jours qu'on aura ces genres de scénarios. Je ne dis pas que c'est pas des scénarios qui n'existent pas dans les environnements en réel. C'est des scénarios qui existent, mais ce n'est pas aussi fréquent que vous tombez sur ça. Et notre objectif, ce n'est pas forcément de tout détruire. Notre objectif, c'est d'aider l'entreprise à renforcer son niveau de sécurité. Donc, il y a une autre partie de notre travail qui est aussi beaucoup plus importante, mais que beaucoup de pentesters n'aiment pas et ils n'essaient pas de déceler sur ce niveau. C'est la rédaction des rapports et la restitution à des équipes techniques et des équipes non techniques. Donc, ça aussi, ça fait partie du quotidien du pentester. Il n'y a pas que la partie technique où tu vas rechercher des failles, les trouver, les exploiter. Il faut maintenant que tu fasses une restitution, il faut que tu laisses un document derrière toi, un rapport qui sera documenté, qui va présenter chacune de tes trouvailles, qui va présenter chacun des tests que tu as effectués. Et comme j'aime bien le dire, ça, c'est l'image du pentester. C'est ce qui va laisser à l'entreprise après son pentest. Parce qu'un pentest, ça peut durer un mois, ça peut durer une semaine, ça peut durer 2 ou 3 semaines ou quelques jours. Le pentester, il va partir, l'entreprise va évoluer, mais ce qui va rester, c'est ce document. Et ça, c'est une tâche que beaucoup de personnes n'aiment pas, ou beaucoup de personnes ne mettent pas vraiment la rigueur sur ce travail. Ils mettent toute la rigueur sur la partie technique, mais sur la partie rédaction du document, ils le font pas avec la même rigueur, la même exigence avec laquelle ils ont travaillé sur la partie technique. Donc ça aussi, ça fait partie du quotidien du pentester. Et si on doit parler d'une mission type, je vais te donner un exemple d'une mission type. On va prendre une application web. Donc, on va faire le pentest d'une application web sur quoi on prend à titre d'exemple 5 jours. Ça, c'est un classique vu qu'une semaine de travail, c'est 5 jours. Et généralement, les missions, ça peut durer 5 jours. Ça, c'est le classique. Donc, notre mission de pentest de l'application web, elle va commencer avec la première réunion qu'on appelle le kick-off. Donc, c'est un thème en anglais qui est utilisé généralement. C'est la réunion de lancement. Et lors de cette réunion, le pentester va échanger avec l'équipe métier. Et en plus de l'équipe métier, potentiellement, il y aura un point de contact externe où ce point de contact peut venir directement de l'équipe métier. Quel sera le rôle du point de contact? Il va faire le pont entre le pentester et l'équipe métier. Dans l'équipe métier, on peut avoir le responsable applicatif. Imaginons que durant les tests, l'application tombe. Tu fais un test qui fait tomber l'application. Il faut que tu continues tes tests. Il faut que Ouais. l'application soit remise en marche. Donc, c'est à ce point de contact que tu vas te référer. C'est à lui, tu vas apporter l'information, tu vas lui expliquer, bah voilà, les tests que j'ai faits, tu documentes ce que tu as fait pour bien montrer que c'est toi l'auteur et ce que tu fais n'est pas vraiment destructeur. Bien que tu aies fait tomber l'application, ça peut arriver. Voilà à peu près le rôle de ce point de contact. Et une fois cette réunion finie, donc il y a tout un tas de points à traiter durant cette réunion. Généralement, vous allez définir le périmètre, les actions autorisées, les actions qui ne sont pas autorisées, quelles sont les différentes, potentiellement les différentes méthodologies à utiliser par le pentester, les outils. Il y a certaines entreprises qui interdisent certains outils Ouais. en fonction de leur criticité, de leur sensibilité. Donc tout ça, ça sera défini lors du kick-off et il y aura après un document d'autorisation. Donc ça, c'est la partie juridique. C'est ce qui protège le pentester. Parce que tu ne peux pas, il est interdit d'attaquer
n'importe quel système de traitement automatique de l'information. Donc, Ouais, avant de faire un pentest sur une application, il te faut l'autorisation écrite et signée qui va définir le périmètre, la date de début, la date de fin et autres informations également. Donc ça, c'est les deux parties les plus importantes pour commencer. Et une fois que tu ouais. finis ça, on va attaquer maintenant la phase technique. Donc, en tant que pentester, tu es là pour trouver des failles. Tu n'es pas là pour rédiger un document uniquement. Tu es là pour trouver des failles et augmenter, ou du moins, aider l'entreprise à augmenter leur niveau de sécurité. Donc, une fois que tu finis la phase technique, tu dois maintenant restituer le résultat de ton test. Tu rédiges un document de restitution, ça peut être un PowerPoint, un petit document où tu vas présenter brièvement les vulnérabilités que tu as découvertes. Ensuite, tu as le rapport qui est plus long, plus complet, qui détaille chaque vulnérabilité, la preuve d'existence de chaque vulnérabilité, la conséquence et les différentes recommandations pour y remédier et augmenter le niveau de sécurité global de l'application. Donc ça, c'est un ensemble type d'une mission de pentest. Après, le nombre de jours, ça peut varier d'une mission à une autre, tout dépend de la complexité du système à tester. Effectivement, c'est très bien expliqué. Le kick-off, c'est en quelque sorte la réunion de cadrage pour nos auditeurs, voilà, Mm. où vous allez cadrer tout ce qu'il faut. Et le point d'ancrage, juste une question, est-ce il est obligé qu'il soit un pur pentester ou il doit tout simplement il peut être un commercial de votre équipe? Le point de contact, il n'est pas, de toute façon, s'il est pentester, c'est lui qui sera à la place de l'autre, celui qui fera les tests. Donc, ce n'est pas un pentester. Et c'est pas toujours quelqu'un de très technique. Ça peut être un commercial orienté cybersécurité parce qu'aujourd'hui, on a des commerciaux orientés cybersécurité. Ils connaissent un peu le métier, mais pas sur l'angle technique, mais ils savent à peu près si tu lui dis, bah, j'ai besoin de telle information, il sait vers qui s'orienter. Donc, c'est à peu près une personne du genre dont on a besoin. Ok. Alors tout à l'heure, tu as pris l'exemple d'une application. Du coup, on pourrait se poser la question, sûrement que vous définissez ça dans votre réunion de cadrage, votre kick-off, votre meeting kick-off, les différents types de tests d'intrusion dans votre méthode. Du coup, on- quels sont les différents types de tests d'intrusion que tu réalises le plus souvent? Est-ce que c'est interne, externe, applicatif, mobile? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, il y a différents types de tests d'intrusion. Je vais d'abord partir sur une généralité des tests d'intrusion avant de parler des plus fréquents qu'on a, parce que c'est question de besoin. Généralement, le plus connu, c'est les tests d'intrusion sur des applications web. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez une entreprise, elle a au moins une image web à protéger. Donc, une application qui présente soit l'entreprise, soit présente un ou plusieurs produits de l'entreprise. Donc, ça, c'est le plus répandu. Après, nous avons des tests d'intrusion qui sont effectués sur des API également, des API qui vont avec les applications web. Nous avons les clients loups. Quand je parle de clients loups, c'est des applications qui sont installées sur nos ordinateurs, nos machines Windows ou Linux. Je prends juste un exemple, ça peut être Teams ou Zoom. Ce sont des clients loups qui sont installés directement sur les applications. Vous avez des applications métiers aussi, ça c'est des applications génériques que tout le monde peut avoir. Mais si je prends une entreprise qui gère des stocks, ils vont créer une application ou ils vont utiliser une application qui va leur permettre de gérer le stock. Donc ça, c'est un client loup qu'on pourrait tester également. Après, nous avons les applications dans le cloud, nous avons les réseaux internes, nous avons les réseaux externes, nous avons l'Active Directory qui est aussi un composant à part. Est-ce que j'ai oublié? Enfin, éventuellement, nous avons les réseaux sans fil, nous avons des composants physiques, nous avons des, Application mobile, des applications mobiles. En parlant d'applications mobiles, on aura comment ça s'appelle? L'Android et Android, l'iOS. iOS, ouais. Les deux systèmes les plus fiables. Ouais, et je crois que j'ai fait un peu le tour des différents types de pentests qu'on peut avoir. Maintenant, les plus réalisés, on commence toujours avec le web en tête de liste.
On pourrait avoir l'API et le mobile après, un peu de clients lourds, les réseaux internes et l'Active Directory. L'Active Directory et les réseaux internes n'est pas ce qui est réalisé le plus souvent. Sur des entreprises critiques, on peut avoir des exercices ou des missions de pentest 1 à 2 fois par an sur le réseau interne et l'Active Directory. C'est pas comme des applications web. Ou des applications web, on peut avoir sur une même application, on peut avoir 2 à 3 pentests sur la même application au cours de l'année. Tout dépend des mises à jour qui sont effectuées. C'est des applications qui sont souvent en constante évolution, des mises à jour qui sont rajoutées, de nouvelles fonctionnalités, des composants qui sont retirés et remplacés par d'autres. Et c'est des actions qui peuvent introduire de nouvelles vulnérabilités. Donc, il convient de tester ces applications, soit chaque mois, pas chaque mois, ça c'est quasi inexistant. Ça peut être chaque 6 mois ou chaque année, mais c'est plus courant d'avoir des pentests sur des applications web, mobiles et API plutôt que des réseaux internes ou de l'Active Directory. Ok. Et de façon générale, c'est généralement les trucs que tu fais en boîte blanche, boîte grise ou boîte noire. Généralement, c'est rare d'avoir des pentests en boîte blanche. La plupart des pentests effectués sont en boîte grise ou en boîte noire. Quand on rentre dans le cadre de la boîte blanche, là, on part un peu sur de l'audit de code parce qu'on a accès à presque tout. Mhm, Et beaucoup d'entreprises sont réticents à l'idée de laisser. Je prends une entreprise qui a un secret de fabrication ou qui a une application propriétaire. Ils peuvent être un peu réticents à l'idée de donner l'accès à un pentester, au code source complet, à tous les composants, au schéma d'architecture, donc tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse parler dans ce cas de boîte blanche. Donc d'autres préfèrent aller sur la boîte noire et la boîte grise. Et pour faire, ou du moins pour donner une petite explication sur la différence entre ces boîtes, la boîte noire, comme son nom l'indique, tout est noir, vous n'avez accès à aucune information, vous avez potentiellement juste le nom de l'application. C'est à vous peut-être d'identifier l'URL de l'application, ou on peut aussi vous donner l'URL de l'application. Là, ce sont les seules informations que vous avez. Maintenant, quand on va passer en boîte grise, on peut vous donner des comptes utilisateurs. Tout dépend des niveaux d'accès de l'application. Donc, on peut vous donner un compte administrateur, un compte utilisateur standard, un compte utilisateur avec des privilèges un peu plus avancés, ainsi de suite. On peut vous donner un schéma d'architecture, on peut vous donner des anciens documents, on peut vous donner plus d'informations sur l'application, contrairement à la boîte noire. Et quand on va passer à la boîte blanche, là, c'est comme si vous avez le tapis rouge qui vous est dressé presque. Vous avez accès à toutes les informations nécessaires pour comprendre en profondeur le fonctionnement de l'application, pour mieux découvrir les différentes vulnérabilités qu'elle peut comporter. Donc ça, c'était une petite précision pour faciliter la compréhension des thèmes boîte noire et boîte grise, ainsi que boîte noire. merci, et c'est très clair, c'est nickel. Du coup, quelle est la différence entre un pentest et un audit de sécurité? Et si tu peux nous parler aussi de la différence pentest Red Team pour nos auditeurs, ça serait top. Bien sûr. Déjà, la première différence entre le pentest et l'audit de sécurité, c'est que le pentest, on va simuler une attaque réelle pour identifier des failles exploitables dans le système. Donc, c'est plus une approche pratique et offensive. L'audit de sécurité, elle est plus orientée vers une analyse théorique et documentaire de la sécurité. Donc, on va regarder les configurations, les différentes politiques de sécurité, les différentes procédures pour vérifier la conformité aux bonnes pratiques et aux normes. Donc, ça, c'est plus une approche préventive et méthodique. Maintenant, si on revient à la différence entre le pentest et la red team, c'est deux exercices différents, même si quelque part les deux peuvent se compléter ou Mhm. peuvent se chevaucher. Je dirais plus que
le pentest complète la red team. Ou dans la red team, on peut retrouver du pentest. Mais Du dans le pentest. pentest, on ne peut pas retrouver de la red team. Donc le pentest, comme on l'a dit, on va prendre une application, on va prendre un système, on va essayer de découvrir les différentes failles exploitables sur ce système ou sur cette application. Et ça, on va directement toucher les failles applicatives. Les failles applicatives, pardon. Par contre, lorsqu'on va prendre la red team, on va simuler vraiment un attaquant. On va prendre par exemple ce qu'on appelle les groupes APT. Le but n'est pas de rentrer dans votre application web, de faire une ingestion SQL, de récupérer quelques données de partie. Le but, c'est de rester le plus longtemps. Le but, c'est d'exploiter le plus d'assets dans votre environnement, dans votre système d'information. C'est des exercices qui peuvent prendre du temps. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple de pentest qui dure 5 jours ou 10 jours. Les exercices de Red Team, ça peut aller d'1 mois à 1 an. On prend le temps. Et cela inclut plusieurs composants, ou je dirais plusieurs composantes. Nous aurons la composante technique, donc le système d'information en lui-même, les ordinateurs, les applications, les serveurs, tout ce qui est technique dans le système d'information. On va prendre aussi les utilisateurs, l'humain. Donc, on va rechercher aussi des failles humaines à exploiter. On va prendre aussi le côté physique, la sécurité physique. Les portes, les cadenas, les clés qui sont utilisées, les protocoles et systèmes de contrôle d'accès physique qui sont utilisés. Est-ce que c'est des badges qui sont utilisés? C'est quoi la sécurité de ces badges? Est-ce qu'il y a un gardien, un agent de sécurité qui vérifie l'identité des personnes qui passent? Donc, il y a tout un tas de paramètres qui sont également pris en compte. Et comme tout à l'heure, je disais, qu'il y a l'un qui fera appel à l'autre, ou que les deux se chevauchent, quand vous allez peut-être exploiter une faille humaine, obtenir le compte d'un utilisateur, vous avez une application, vous savez que telle personne a accès à l'application, vous trouvez le moyen de détourner ces informations d'identification, donc son mot de passe et son nom d'utilisateur. Vous allez rentrer dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans une phase de pentest en boîte grise. Donc, vous avez une application, vous allez pentester l'application pour voir maintenant si vous pourrez accéder à d'autres composantes du système d'information, si vous pourrez aller plus loin. Et là, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Il faut prendre en compte les mesures de sécurité en place parce que la sécurité physique, vous devrez contourner cette sécurité. La sécurité humaine, vous devrez contourner la sécurité applicative. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte dans la rétine. Ouais, c'est très bien. Merci Goodwin pour nous avoir expliqué ces différences. Avant qu'on aborde notre prochaine rubrique, je voulais me poser une question qu'on n'a pas eu le temps de préparer. Oui, C'est est-ce que lorsque tu fais tes pen tests dans des environnements de production, on te parle de la criticité d'un environnement. Par exemple, on te dit telle application est très critique pour le business. oui. Est-ce que tu as un niveau de stress en faisant pentest sur ça ou par exemple l'Active Directory qui est qui est le cœur du système d'information des entreprises parfois. Est-ce que tu as un niveau de stress pour ne pas faire tomber ces systèmes-là? Aujourd'hui, non, mais au début, quand j'avais commencé en tant que professionnel, oui, parce que je n'avais pas suffisamment d'expérience. Tu te retrouves en face de systèmes d'entreprise où on te dit, voilà, c'est une application très critique, c'est le cœur du métier, c'est une application qui est importante pour le business, donc si tu le fais tomber, c'est de l'argent qu'on perd. Ouais. Donc ça, au début, il y a eu ce stress, même si tu te retrouves dans des environnements de pré-prod ou des environnements off-prod. Parce que tu sais que Mhm. c'est pas la production. Donc, quelque part, on te dit, oui, tu es autorisé à faire certains tests, mais néanmoins, ne fais pas tomber l'environnement parce que derrière, on l'utilise aussi, même si ce n'est pas directement la production. Et même dans ce cas aussi, tu as un stress parce qu'on te dit quand même si l'environnement tombe, on peut facilement le remettre en marche. Mais néanmoins, ne le fais pas tomber. Au Oui. début, quand tu commences, tu ne maîtrises pas tous les rouages du métier. C'est pas aujourd'hui, je ne dis pas que je suis expert du domaine,
Mais j'ai quand même une certaine expérience sur certains systèmes d'information. Donc, je sais, quand je suis en face de telle application ou de tel niveau de criticité, de tel niveau de sensibilité, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc, ça, c'est Ouais. quelque chose qui vient avec l'expérience, qui vient avec le temps. Mais oui, au début, tu as ce petit stress. Même si on te dit pas que c'est une application critique, tu te dis, pour la première fois, tu te dis, est-ce que je vais réussir à trouver des failles? Et ceci, on revient dans le monde des CTF ou des challenges. Tu sais qu'il y a une faille, tu sais qu'il y a un chemin d'attaque qui est défini, donc tout le monde prendra par ce chemin pour atteindre l'objectif. Ici, il n'y a pas un objectif final qui est défini. Donc tu te poses la question, est-ce que je vais réussir à trouver des vulnérabilités? Et là, ça peut te donner un peu de stress. Mais généralement, c'est des choses que tu arrives à surmonter avec le temps. Merci, c'est parfait. Alors, on plonge à présent sur l'approche technique et la méthodologie. Tu peux nous expliquer brièvement ta méthodologie de test d'intrusion, préparation, phase de reconnaissance, exploitation, le reporting. Comment est-ce que quelle méthode tu utilises pour pouvoir faire, par exemple, un paint test qui a une courte durée? Comment tu fais pour pouvoir être très efficace sur ça? Bon, déjà, il y a plusieurs standards dans le monde des tests d'intrusion et chaque standard est pratiquement adapté à chaque périmètre. Mhm, Donc, on ne peut pas prendre un périmètre et dire forcément je dois dérouler ce standard ou forcément je dois dérouler cette méthodologie. Donc, déjà, pour parler des standards et méthodologies, on a plusieurs. On a l'OWASP Testing Guide qui est plus orienté vers les applications web. Nous avons mhm, le PTES qui dit Penetration Testing Execution Standard, qui est un peu de tout, qui prend les applications web, les réseaux, les applications mobiles et j'en passe. Et nous avons le O2STMM, ou je dirais OSSTMM, donc Open Source mhm. Security Testing Methodology Manual. Donc, c'est un manuel qui définit, c'est un truc open source qui définit les différentes méthodologies de test. Donc ça, c'est les standards. Et pour la méthodologie, il n'y a pas vraiment une méthodologie fixe qui est utilisée. On aura un ensemble de méthodologies qu'on va adapter à chaque contexte client et à chaque application. Que ce soit de la phase de préparation, donc le kick-off dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à la phase de reporting. Donc, ces différentes phases peuvent varier en fonction du client, en fonction de l'application, en fonction du niveau de criticité, de sensibilité de l'application que nous avons en face. Donc, en termes de méthodologie, il n'y a pas vraiment une méthodologie fixe où tu te dis telle application, ou du moins, je prends des applications web, tu te dis je dois forcément faire ci, je dois forcément faire ça. Après, il y a ce qu'on appelle des checklists. Tu peux avoir une checklist universelle qui a été faite par un ensemble de pentesters. On te dit sur une application web, voilà l'ensemble des tests qu'il faut faire. Ça, c'est très bien. Mais quand tu es pentester, tu dois avoir ta checklist personnelle. La checklist, ça, c'est un ensemble de tests que tu dois effectuer. Et une fois de plus, la checklist, elle est adaptée à chaque application. Tu auras une checklist pour une application web, une checklist pour une application mobile. Et quand je rentre même dans le détail, je prends une application web. Je peux avoir différentes technologies sur une application web. C'est pas la même checklist que je vais dérouler sur les différentes applications. Si j'ai une application en Java, je ne ferai forcément pas les mêmes tests qu'une application en PHP, par exemple. Si j'ai une application qui utilise une bibliothèque ou une librairie ou un framework particulier, je vais vouloir faire des tests sur ce framework. Mais si j'ai une autre application qui n'utilise pas ce même framework, je ne ferai pas les mêmes tests. Donc, même les checklists, elles sont personnalisées et adaptées à chaque application. Donc ça, de façon globale, voilà ce que je peux dire sur les standards et sur les méthodologies utilisées. Ok, du coup, quels sont les outils indispensables aujourd'hui dans ta toolkit? Est-ce que c'est des outils open source? Est-ce que c'est des outils commerciaux? Et puis, est-ce que les clients même, ils autorisent aussi que vous utilisiez des outils open source ou commerciaux dans leur environnement? Tu peux nous parler de ça aussi?
Je vais commencer par la fin de la question. Oui et non. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu te retrouves. Si tu es dans un environnement un peu plus ouvert, on peut te permettre d'utiliser des outils open source ou des outils propriétaires ou commerciaux. Après, si tu te retrouves dans un environnement restreint, on peut te dire, bah, tout ce que tu vas utiliser, il faudrait qu'on check avant. Si c'est Ok, un truc open source qui n'est pas super connu, imagine tu prends un script qui a été développé par trois quatre gars, ils l'ont mis sur un dépôt GitHub. Toi, tu l'as récupéré, tu l'as déjà testé sur un environnement de CTF ou sur un lab, tu vois qu'il est super efficace. Sauf que tu n'as pas pris le temps d'analyser le script ou l'outil, tu ne sais pas trop tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il pourrait avoir des répercussions dans un environnement sensible? Donc, le client peut demander à analyser les outils ou à être au courant des outils qui seront utilisés pour les différents tests à effectuer. Et maintenant, pour revenir à la liste des outils, je ne vais pas pouvoir donner une liste exhaustive d'outils, mais je pourrais ouais, quand même donner un minimum d'outils qu'il faut avoir on va couvrir, disons, trois catégories, le web, l'API et l'AD par exemple. Si on doit ok. couvrir ces trois catégories, quels sont les outils qu'on pourrait avoir? Ça, c'est le minimum. Parce qu'en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit outils, méthodologie, tout est adapté en fonction de l'application et du client. Ouais. Donc, tu peux avoir une technologie qui va te forcer à aller chercher un outil que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais utilisé. Donc, si on doit partir sur le classique, on aura du Nmap, qui est généralement installé par défaut sur la plupart des systèmes d'exploitation qui sont orientés vers la sécurité offensive. Donc, le Nmap, le Postman pour la partie API, GoBuster pour la partie web, SQLmap pour ce qui est analyse d'ingestion SQL. Vous avez aussi InCC Strike, c'est un outil open source qui permet, c'est un scanner avancé de vulnérabilité de type InCSS. Après, on peut avoir Test SSL, Nuclei, qui est aussi un scanner de vulnérabilité, Nikto, qui est aussi un scanner de vulnérabilité plus pour le web. Donc, nous avons aussi Bubsuite, qui est l'incontournable pour le web et pour l'API. On a Bloodhound, NetExec, PowerView, InPacket et Rubeus, qui sont aussi des incontournables pour la partie AD. Donc ça, c'est une shortlist d'outils que tu devrais maîtriser à minima si tu veux travailler sur des sujets comme le web, l'API et l'Active Directory. Eh bah oui, c'est bien dit. Il y a un- une panoplie d'outils qu'on peut pas sauter, effectivement. Ouais, la liste est On longue, peut- donc La liste est très longue. Mais voilà, pour les auditeurs, il y a des mind maps. Par exemple, il y a Orange Cyberdéfense qui a fait un mind map pour aider les personnes à suivre quand tu es face à telle chose, quel outil tu peux utiliser. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode-là. Peut-être que Godwin, tu connais ce mind map. oui, oui. Et ça, c'est un truc qui est très utilisé et que j'encourage même à utiliser parce que on ne peut pas tout garder en tête. Exactement. Le plus important, c'est de savoir comment chercher, où chercher, et une fois que tu as trouvé, comment l'utiliser. Donc les mind maps sont un peu là pour te diriger un peu. Ça ne te dira pas exactement ce qu'il faut faire. C'est à toi de savoir ce qu'il faut faire. Tu sais ce que tu cherches, donc la mind map, elle va te diriger un tout petit peu. Comme on l'a dit, c'est une map, c'est une carte qui Ouais, va t'aider à trouver ton chemin d'exploitation. exactement. Et il y a un autre outil très indispensable, un vrai couteau suisse, qui est surtout pour la partie AD, hein, CrackMac Exec, qui est devenu NetExec voilà, pour Effectivement. des personnes qui souhaiteraient approfondir ou bien augmenter les toolkits. C'est très important, cet outil-là. Goodwin, on continue avec notre série de questions. La dernière de cette rubrique-là, comment tu gères les limitations légales ou contractuelles d'une mission de pentest? Toute la partie juridique encadrant un pentest est définie généralement dans le document d'autorisation dont on a parlé plus haut. Au début Mhm. de la séance, on a parlé du kick-off, on a parlé du document d'autorisation. Le NDA, c'est Oui, ça? on va plus dire, est-ce qu'on va dire NDA? Il y a les deux. Il y a la NDA et après le document d'autorisation. Ok.
Le document d'autorisation, c'est ce qui t'autorise à faire le pentest et l'autre, c'est un accord de confidentialité pour dire, bah, Confidentialité. tout ce que tu trouves durant ton pentest, tu ne le divulgues pas, tu ne le partages pas et tu ne l'exploites pas non plus. Bon, quand je parle OK. d'exploitation, c'est exploitation hors cadre du pentest. Du pentest, ouais. Donc, et comme je l'avais aussi mentionné, le point de contact est pour tout ce qui n'est pas défini dans le document d'autorisation et qui savait être après contraignant ou nécessaire durant le pentest, le point de contact, il est là. Donc, je prends juste un exemple. On prend une attaque qui n'a pas été, par exemple, traitée dans le document d'autorisation. Imaginons qu'on avait déjà listé un ensemble d'attaques à faire et à ne pas faire dans le document d'autorisation. Durant le test d'intrusion, tu découvres une vulnérabilité qui te permet, par exemple, d'accéder à des documents personnels ou à un secret de fabrication de l'entreprise. Et là, il te faut une autorisation préalable pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Parce que c'est quand même le poumon de l'entreprise. On parle là du secret de fabrication. On prend par exemple Coca-Cola qui garde sa recette de fabrication secrète. Toi, tu viens de découvrir une faille dans le système qui te permet d'accéder à cette information. Il te faut une autorisation pour pouvoir l'exploiter. Soit tu vas simplement te contenter de dire, voilà, tu fais des hypothèses d'exploitation. Pour dire, il y a une vulnérabilité A qui peut, si elle est exploitée de telle façon, elle permettra à une personne malveillante de pouvoir accéder à vos informations personnelles ou à vos secrets d'exploitation. Est-ce que vous voulez que je fasse l'exploitation pour vous apporter la preuve? Si tu as l'autorisation, tu peux y aller. Si tu n'as pas l'autorisation, tu t'arrêtes là. Le métier du pentester, ce n'est pas de tout casser, ce n'est pas de mettre à nu l'application. Son travail, c'est d'aider l'entreprise une fois de plus à renforcer leur niveau de sécurité. Donc, le côté légal ou contractuel, tout est encadré par le document d'autorisation et si ce n'est pas le cas, il faut en discuter. Il y a des avenants qui peuvent être faits. Donc, tout est discuté. Il ne faut jamais faire une action préjudiciable pour soi sans autorisation. OK. Donc là, si je comprends par là que même si le client ne fait pas ça, c'est au pentester de demander même ce document-là. Oui. Généralement, c'est pas le client qui le fait. C'est le pentester qui initie la demande. OK. Parce que OK. c'est ton travail, c'est toi qui sais de quoi tu as besoin. Le client, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a une application à pentester. Il s'attend à ce qu'on trouve des failles et qu'on lui fasse des recommandations pour corriger ces failles. Donc, tout ce C'est qui important. encadre le travail, C'est c'est au important. pentester de veiller à ça. Effectivement, c'est très important ce point-là parce que bah il y a des pourquoi j'insiste sur ça parce que souvent il y a des entreprises qui ont des missions de pentest, qui font appel à des pentesters. Écoute, on a telle application à auditer, on doit faire ça. Est-ce que tu peux faire? On dit non, mais il faut la NDA, le truc. Sinon, moi, je peux pas me lever pour faire Un test des d'intrusion trucs. sur votre application. Et Voilà, c'est ça, c'est très important parce que, comme tu l'as dit, soit le dirigeant de l'application de l'entreprise a une connaissance à toi, il te dit bah viens on fait ça entre connaissances. C'est pas des choses qu'il faut accepter exactement. parce qu'il y a un risque. Si pendant que toi tu fais ton pentest, derrière il y a un attaquant qui exploite au même moment l'application, si tu n'as pas défini des documents qui posent les bases, qui définissent certains paramètres au préalable, comment tu veux prouver au client que ces actions ne sont pas dues à ton test d'intrusion et que c'est une attaque réelle? Tu ne pourras pas. Ouais, Si naturellement. demain tu finis ton pentest, tu trouves des vulnérabilités, tu leur dis, bah voilà, vous avez un mois pour les corriger. Un mois, 2 semaines passent, ils n'ont pas corrigé, ils subissent une attaque. Comment tu veux prouver après que c'est une attaque réelle et que ça, ce n'est pas toi qui essaies d'exploiter ces vulnérabilités? Donc il faut toujours maintenir et définir ce cadre légal. Effectivement. Qui est très important d'ailleurs. Alors, tu as déjà abordé ce sujet-là. La question que je vais poser, c'était au niveau des soft skills, aussi des compétences.
Je voulais savoir, ce sera une question à deux volets. Oui. Quelles sont les compétences clés, compétences techniques à avoir? Côté soft skills, qu'est-ce qui fait la différence pour un pentester? Euh, d'accord. Bon, on va commencer par les compétences techniques et après on viendra aux compétences, les soft skills. Avant de commencer, comme je l'ai dit, moi j'ai fait l'erreur, je n'ai pas commencé au bon endroit. J'ai pas commencé avec les bonnes bases. Donc aujourd'hui, si quelqu'un doit commencer le métier de pentester, oui, s'il a déjà commencé, peut-être et qu'il n'a pas suivi le bon parcours, je recommanderais quand même d'avoir les bonnes bases sur certains sujets comme l'administration réseau, comprendre comment fonctionne un réseau informatique, l'administration système, comprendre le fonctionnement des systèmes d'exploitation comme les systèmes Windows, les Linux, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Avoir des bases, de très bonnes bases en programmation et en développement. Je ne demande pas d'être expert en développement d'applications web, mais savoir quelles sont les différentes technologies qui sont utilisées, comment est orchestré le front-end et comment est orchestré le back-end, comment tout ça fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas le fonctionnement de quelque chose, ce sera difficile pour toi de trouver des failles dans cet outil ou dans cette application. Sauf si tu fais confiance à des outils automatisés et les outils automatisés ne peuvent pas tout faire et ces outils ne peuvent pas remplacer une intervention humaine. Donc Humaine. il faut vraiment comprendre la base de tous ces systèmes. Et une fois ces bases acquises, devenir un pentester est un peu plus abordable parce que tu as déjà la base, le reste n'est qu'une petite spécialisation. Et surtout, il faut noter que l'expertise, ça vient avec l'expérience. L'expertise, ça ne vient pas avec les formations. C'est clair. C'est pas parce que tu as toutes les certifications qui sont dans le domaine du pentest ou de la sécurité offensive que tu seras expert du sujet. J'ai déjà rencontré des personnes avec qui j'ai discuté qui ont plusieurs certifications dans la sécurité offensive, mais qui n'ont pas de réelle expérience dans ce domaine. Donc, tu as des personnes qui sont honnêtes qui te disent, je ne travaille pas en tant que pentester ou je ne suis pas orienté vers la sécurité offensive. C'est une passion, c'est un truc que j'essaie de découvrir. Sinon, mon travail, c'est peut-être analyste SOC ou je suis analyste ou un membre ou un travailleur de l'équipe défensive. Il a plus un profil orienté vers tout ce qui est sécurité défensive. Mais c'est pas curiosité, c'est pas passion qui s'oriente ou qui se forme sur la partie offensive. Donc, il faut faire cette différence entre les formations et l'expertise obtenue via les expériences. Donc, faut pas se mettre une pression pour dire, ah non, faut que je finisse tel nombre de formations pour devenir expert sur tel sujet. Non, tu ne seras pas expert. Tu auras les bonnes bases théoriques, peut-être quelques bases pratiques à travers les labs qui seront fournis avec ces formations, mais l'expérience sur le terrain est toujours différente. Ouais, j'avoue. Ouais. Et une fois que je n'exclus pas les formations, je recommande de faire des formations. Et ça, je vais en parler un peu plus tard. Je recommande de faire des formations, mais une fois que vous avez les bonnes bases, vous pourrez maintenant commencer par faire des CTF. Le CTF, ça vous permettra d'avoir la main, comme on le dit, la main technique sur le sujet, comprendre le fonctionnement de certains outils, vous mettre à l'épreuve, ça va vous challenger, vous pourrez tomber sur des CTF qui vont refléter un peu des environnements réels. Ouais, Bon, ça va vous permettre comme on le dit, d'aiguiser un peu vos connaissances et vos compétences. Donc, les CTF, ça reste un très bon point de départ. Ensuite, des challenges sur des plateformes comme Hacktheboss, qui est très connu, que je recommande d'ailleurs parce que je suis ambassadeur Hacktheboss. naturellement. Donc, je le mets devant. Après, on a des plateformes aussi qui font de très bons travaux, comme TryHackMe, RootMe, que ce soit RootMe, la partie community ou la partie pro. On a également Vulnérable. VulHub, VulLab. Il y a pas mal de plateformes aujourd'hui qui vous permettront de vous entraîner sur des environnements vulnérables qui vont vous permettre d'aiguiser vos compétences, vos connaissances et votre outillage sur le sujet de la sécurité offensive.
Aussi, un truc que vous pourrez faire, parce que la plupart de ces plateformes sont payantes, on avait de gratuites, mais on comprend donc que l'option gratuite et l'option payante, ce n'est pas pareil. Vous pourrez aussi installer des labs en local. Je donne l'exemple pour des applications web de OWASP Driss Shop. Vous avez aussi Genie and Driss de Portschweiger. Portschweiger qui est l'entreprise qui a développé et qui maintient BubSuite, Websuite. dont j'ai parlé précédemment. On a Test Vuln App, c'est une application qui a été créée par Kubernetes. Kubernetes, c'est un scanner de vulnérabilité web. On a CR API, donc je peux l'appeler CRAPI. C'est une API vulnérable qui présente des vulnérabilités c'est une API qui a été développée pour vous aider à vous entraîner sur le pentest des API. Et pour finir, on a le très grand et célèbre LabGold pour la partie Active Directory. Donc, c'est des labs que vous pourrez installer sur votre machine en local pour travailler directement sur ça. Vous n'avez pas besoin de débourser quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros pour aller vous inscrire pour prendre des abonnements sur certaines plateformes. Vous pourrez commencer par ce qui est gratuit. Pour nos auditeurs, juste pour préciser qu'ils ne devront pas s'inquiéter, je vais récupérer toutes ces ressources auprès de Goodwin et le mettre à leur disposition. Et après, je parlais tout à l'heure de formation. Mhm. Donc, il y a des formations gratuites, il y a des formations certifiantes, il y a des formations qui ne sont pas certifiantes. Tout est bon à prendre. L'auto, l'auto-formation, elle est vraiment très intéressante. C'est un truc que je recommande. Pour commencer dans le monde des certifications, je recommanderais de commencer par le web. Je l'ai dit plus haut, le sujet le plus demandé en pentest, c'est le web. Les applications web sont plus demandées. Donc, commencer par des formations sur les applications web, ça sera un bon point de départ. Ensuite, en fonction des demandes du marché ou des demandes de votre client, vous pourrez vous orienter vers tout ce qui est réseau interne, Active Directory, ainsi de suite. Et pour commencer sur le web, la meilleure ressource, ça, pour moi, et certainement beaucoup de personnes partageront le même avis que moi. La meilleure ressource pour commencer sur du web, c'est l'académie de Portschweiger. Je l'ai dit tout à l'heure, Portschweiger, c'est l'entreprise qui a créé et maintient BubSuite. BubSuite est l'un des outils incontournables du Pentest Web. Ouais. Ils ont également une certification qu'ils appellent le BSCP BubSuite Certified Practitioner. C'est une certification qui coûte $90. Pour plusieurs personnes, $90, ils vont se dire oui, bah, $90, c'est pas cher. Donc, c'est pas une certification intéressante. Ouais, Euh, j'avoue. je vous rassure, c'est une certification intéressante. Niveau de difficulté, ça dépendra de la compétence de chacun. Je pourrais le mettre sur 6 ou 7 sur 10. Et une petite confidence, parce que au début, tu as donné une liste de certifications que j'ai passées. C'est très bien, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'échec aussi, ça fait partie du parcours. Et la certification de BubSuite, je l'ai déjà ratée 2 fois. Ah Il n'y a ouais. pas, non, il y a pas de honte à dire, ah, je l'ai raté, ah non, moi je ne rate jamais. Non, je l'ai déjà raté 2 fois parce que je l'ai sous-estimé. La Ok. ressource de préparation, elle est gratuite. Donc, l'académie de BubSuite, vous avez des cours théoriques, écrits, vous avez des labs pratiques qui sont en 3 niveaux, difficulté apprenti, donc débutant. Après, vous avez practitioner qui est le niveau médium ou moyen. Et après, vous avez le niveau expert. Donc, chaque thématique, chaque sujet est accompagné d'un cours et d'un ensemble de labs. Donc, pour le prix, je l'ai un peu sous-estimé. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais pas faire tous les modules du coup. Je peux y aller directement. Je crois qu'il y a ma première et dernière tentative, ça date de 2022. J'avais fait une première en début d'année, une deuxième au milieu de l'année, toujours sans suffisamment de préparation. Mais bon, à l'avenir, je vais y revenir parce que elle me tient à cœur. C'est une certification intéressante. Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas les moyens pour payer la certification, allez directement sur l'académie et les labs, tout est gratuit. Ouais. Et ensuite, vous pourrez enchaîner avec Akveboss Academy. Une fois de plus, je mettrai Akveboss Academy
en avant, mais je ne mettrai pas Hackverboss Academy devant l'Académie de Burp pour plusieurs raisons. Déjà, le prix. L'autre est gratuit. Vous avez des labs assez intéressants. Vous avez des sujets à jour qui sont bien expliqués. C'est la même chose que vous retrouvez chez Hackverboss Academy également. Et comme en Burp ou Postgre, ils ont aussi une certification, la CBBH, Certified Bug Bounty Hunter, qui vous Très bien, ouais. confère un niveau qui certifie que vous avez un minimum de connaissances sur tout ce qui est pentest des applications web. Ouais, ouais, ouais. Et pour la partie réseau, je vais recommander réseau et AD, je vais recommander la certification pardon, pas Suite, de Hackverboss, la CPTS, Certified Penetration Tester Specialist, qui est un très bon compromis par rapport à l'OSCP. Donc ça, c'est un débat qui est toujours d'actualité. On a les Ce fameux pros, débat. il y a les pros CPTS, il y a les pros OSCP. Personnellement, moi, j'ai passé l'OSCP. J'ai pas encore passé la CPTS, peut-être un jour, pourquoi pas. Mais je connais très bien le contenu puisque j'ai déjà accompagné plusieurs personnes sur ça. Je connais très bien le contenu. Et aujourd'hui, pour le prix, nous avons une certif qui, si je prends l'abonnement, puisque vous avez besoin des coûts également, je prends l'abonnement, vous êtes entre 400 et 450 euros. 450, ouais. Mhm. Euros pour un an. Vous avez accès à tout, à plusieurs modules. Donc, des Tu as accès modules. à tous les cours de CBBH, CPTS et tu as Et- accès à, tu as un voucher pour l'examen. exactement. Et tu as même 2 tentatives d'examen pour Yep. 450 pour un Ouais, an de cours qui ne couvrent pas que les modules de la CPTS, ça couvre d'autres modules, la partie défensive également que j'ai oublié. ouais. C'est dit à ça. Voilà. Et de l'autre côté, tu as l'OSCP qui aujourd'hui est à $1 700 et il y a même quelques dollars en plus des 1 700. Tu as un lab de 3 mois. Tu as un coût qui n'est pas assez détaillé. Personnellement, comparé à la CPTS, le coût de l'OSCP n'est pas assez détaillé. Le seul avantage que, bon, on peut lui trouver d'autres avantages, mais l'un des principaux avantages que l'OSCP a aujourd'hui, on l'appelle souvent l'assertif HR bypass, l'assertif qui vous permet de contourner les Ouais, recruteurs, la ressource humaine. Parce que généralement, si vous voulez vous faire engager dans une entreprise, la première personne par laquelle vous passez, c'est la ressource humaine. Donc, eux, souvent, ils ont déjà une liste à cocher de choses à cocher. Ils ne maîtrisent pas le sujet, c'est pas leur travail déjà. ouais. Donc, le responsable de votre équipe ou celui qui a besoin d'un pentester, il va lui dire, voilà, je cherche un profil avec telle certification. L'RH, il vient, il te demande si tu as l'OSCP, tu dis oui, il coche, tu dis non, bah, il coche aussi qu'il a dit non. Donc, si tu prends 2 personnes qui ont pratiquement les mêmes niveaux de compétences, celui qui a l'OSCP pourrait potentiellement passer. Aujourd'hui, ça change un peu. Ça n'a pas encore totalement changé, mais ça change un peu. Il y a d'autres personnes qui regardent de moins en moins les certifications. Il y a d'autres personnes aussi qui regardent d'autres certifications. C'est important de regarder d'autres certifications. L'OSCP, ce n'est pas la seule certification d'entrée de gamme pour le poste de pentester. Aujourd'hui, en termes de connaissances enseignées, la CPTS est largement au-dessus de l'OSCP. Mais si tu tiens à un job rapide et tu veux une certification qui va t'ouvrir les portes, tu viens de finir tes études, tu veux directement intégrer le monde de l'emploi, et tu te dis une certification va m'aider à vite intégrer une équipe, je te dirais vas-y, si tu as les ressources, passe la CPTS et l'OSCP, pardon. Si tu n'as pas les ressources, passe la CPTS. Après, devant le, la ressource humaine ou le responsable technique, tu pourras argumenter, montrer en quoi la CPTS aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose en termes, ou du moins est au-dessus de l'OSCP. Donc ça Ouais. reste un débat, peut-être un débat sans fin. J'espère qu'il y aura une fin à ce débat. Beaucoup de personnes finiront par intégrer et adopter la CPTS. Après, on peut avoir des certifications comme la CRTP, Certified Red Team Practitioner de Altered Security, qui est très intéressant. C'est une certif orientée Pentest Active Directory, qui utilise majoritairement des outils basés sur Windows PowerShell.
Après, on a la PNPT qui reflète ou qui essaie de reprendre un peu l'idée de la red team en couvrant plusieurs aspects. Donc, on a l'aspect OSINT, Pentest interne, Pentest externe, qui prend en compte la partie Active Directory également. Ça reproduit un peu le schéma qu'on voit dans la vraie vie. Vous aurez après une restitution qui est faite. Parce que comme je l'ai dit dans le pentest, tu fais ton test, tu rédiges ton rapport, tu fais après une restitution. C'est la même chose pour la PNPT. Donc ça, c'est un plus. Mhm. Après, on a la CRTO, qui est aussi une très bonne certification, orientée Pentest Active Directory. Mais la particularité, c'est qu'ils utilisent un framework C2, donc Server Control and Command. C'est un serveur de contrôle et de commande. C'était quoi ce qu'ils utilisent, je crois? Cobalt Strike, Cobalt, ouais. qui est un outil payant, je crois, la licence. Sauf si je dis des bêtises, ça doit être entre 4 000 et 8 000 $ la licence annuelle. Peut-être moins, je ne sais pas, j'ai pas le prix exact en tête, c'est à vérifier. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un outil qui est gratuit. Ouais. Donc voilà les différentes certifications que je peux recommander pour commencer dans le monde des tests d'intrusion. Et la CEH, que le HR qui Euh, demande beaucoup. la CEH, ça, ce sont les gouvernements qui demandent ça. Et plus des gouvernements anglais, je dirais britanniques et américains. Sinon, c'est pas quelque chose que moi je recommande. Je l'ai Mais passé, je la dénigre Mhm. pas. À l'époque, c'était un truc qui te permettait d'entrer dans le domaine. Et tu avais une question, tu voulais apporter une information? Oui, oui, je voulais juste dire que je pense que maintenant ça a évolué un peu. J'ai jamais passé l'assertif, mais je pense qu'il y a la partie pratique parce qu'au départ c'était que du QA, question answer. QCM, ouais. Maintenant, voilà, QCM, voilà. Mais je pense que maintenant ils ont un volet pratique, non? Un peu comme les Oui, IJPT, un oui. truc comme ça. Ils ont la CEH Practical qui existe depuis quelques années déjà, je crois. Ça fait quand même quelques années qu'elle existe. Euh, pour moi, ce n'est pas à négliger et ce n'est pas non plus à trop valoriser. Il faudrait pas que quelqu'un qui pense qu'il a déjà la CEH, il est déjà hacker ou il est déjà pentester ou il sera déjà directement pentester. Non. C'est un bon début, ça te donne les bonnes bases théoriques, ça te donne les connaissances sur les outils à utiliser. Il présente pas mal d'outils dans le coup. Je n'ai plus vraiment connaissance de tout le contenu. En plus, ils essaient de faire des mises à jour, du coup. Mhm. Mais ça reste une certification d'entrée de gamme, entrée dans le métier. Ce n'est pas suffisant pour se dire que je suis déjà pentester. Ouais, j'imagine. Même pour un profil junior, la certification CEH n'est pas suffisant. Si tu prends la CPTS, oui, je peux te dire, avec CPTS, tu peux te dire, ouais, je suis junior, j'ai déjà les compétences techniques et théoriques qu'il faut pour commencer. Ouais. Après, on avait parlé des soft skills, et qu'est-ce qui fait la différence dans le métier de pentester? Mhm. Pour moi, il y a deux compétences importantes qui font la différence dans le domaine ou dans le métier de pentester. La communication et la capacité de rédaction. La communication, pour moi, c'est un pilier. Savoir communiquer avec les différentes équipes, c'est primordial. Parce que vous aurez en face de vous des personnes techniques et des personnes non techniques. Ok. Une fois que tu as fini ton test d'intrusion, tu as rédigé ton rapport. Les vulnérabilités que tu aurais trouvées, c'est que des failles techniques. Là, tu vas devoir expliquer à des personnes qui ne sont pas du tout techniques, c'est quoi une ingestion SQL? C'est quoi l'impact sur le métier? L'ingestion SQL, pardon, l'ingestion SQL, c'est un exemple parmi tant d'autres. La majorité des vulnérabilités que tu auras, ce sera des vulnérabilités techniques. Donc, si tu n'es pas capable d'expliquer aux personnes non techniques ce que tu as trouvé, c'est quoi l'impact sur le business, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le business. Est-ce que le business va continuer à tourner?
Mais si tu lui expliques que cette vulnérabilité, l'exploitation de cette vulnérabilité peut interrompre son business, là, il va te prendre beaucoup plus au sérieux. Là, il va se dire, ah, faut que je mette la ressource nécessaire, la ressource humaine et le budget nécessaire pour corriger ces vulnérabilités. Donc ça, c'est très important. Savoir communiquer, savoir transmettre les informations aux différentes équipes. Faut pas négliger non plus l'équipe technique, parce que si tu expliques une vulnérabilité d'ingestion SQL à un développeur et que toi-même tu ne maîtrises pas vraiment c'est quoi la vulnérabilité, tu ne pourras pas lui faire comprendre, voilà, dans ton code ou dans ton application, tu as une erreur, tu as une mauvaise pratique de programmation, de développement ou une mauvaise implémentation, voilà ce qu'il faut corriger. Tu dois pouvoir lui dire exactement, voilà ce qu'il faut corriger. Je reviens sur l'ingestion SQL. Souvent, on va te dire, essaie de vérifier les entrées des utilisateurs avant de les exécuter ou avant de les injecter directement dans des commandes ou des requêtes SQL. Ok, Mhm. tu lui dis de vérifier. Il va vérifier quoi? Qu'est-ce qu'il doit filtrer? Qu'est-ce qu'il doit éviter de prendre en compte? Donc, si tu n'es pas capable de lui dire ça aussi, ça c'est un problème. Ok. Maintenant, la deuxième partie dont je parlais, la capacité de rédaction, de documents, de restitution et le rapport. Après un pentest, la seule chose qui reste, c'est le rapport. Le rapport. Et le rapport aujourd'hui, c'est l'image du pentester. Le rapport, un rapport mal rédigé ne va pas du tout faciliter la tâche à l'équipe qui est en charge de l'implémentation des remédiations ou à toute personne qui va vouloir réutiliser ou relire simplement ce rapport derrière. Si tu rédiges mal un rapport, ça va être très compliqué pour le reste. Toi, tu as fait ton pentest pendant 5 jours ou 10 jours, tu as été payé, tu as rendu ton rapport, tu es parti. Généralement, les vulnérabilités ne sont pas automatiquement corrigées. Ça dépend du niveau de sévérité de chaque vulnérabilité. D'autres peuvent Ouais. prendre une semaine, un mois, 3 mois. Durant ce temps, toi, tu as fait ton travail, tu es parti, tu as laissé ton rapport. Si l'équipe en charge de la rémédiation, ils reviennent pour corriger, ils vont pas t'appeler pour te dire, ah ouais, telle vulnérabilité, on ne comprend pas, on n'a pas suffisamment d'informations, il n'y a pas suffisamment de captures, il n'y a pas suffisamment de détails, on ne comprend pas. Là, tu as fait un mauvais travail. Parce que là, quand ils vont te rappeler, dans tous les cas, il y aura un perdant. Soit eux, ils vont repayer pour que tu viennes leur expliquer le travail pour lequel ils ont déjà payé. Ouais. Soit c'est toi qui le fais gratuitement en perdant ton temps. Et comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Peut-être que ce temps, tu aurais pu prendre pour intervenir sur une autre mission. Donc, un rapport mal rédigé, bah, c'est une perte pour les deux parties. Généralement, on le voit dans les certifications qui ont des tests techniques et qui exigent un rapport. On te dit, tu peux atteindre l'objectif technique Ouais. et échouer parce que tu n'as pas été capable de produire un rapport de très bonne qualité. Donc, C'est vrai. pour moi, aujourd'hui, ce qui fait la différence entre deux pentesters, la technique, on peut la voir. Il suffit juste de suivre quelques formations, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Vous aurez la technique. Mais votre capacité à communiquer avec les équipes et votre capacité à rédiger des bons documents, ça fera la différence entre vous deux. Je suis, euh, je suis, je suis d'accord avec toi. Par exemple, la CPTS, moi, je l'ai passé. La, la partie technique, c'est vrai, c'est difficile, mais j'ai pu avoir le nombre de flags qu'il fallait. Oui. Et le rapport, ils m'ont fait échouer à cause du rapport 2 fois. J'ai eu 2 cas aussi comme ça concernant le rapport. J'avoue qu'avant, avec le boss, je n'avais encore jamais entendu ce cas. Tu le vois, ils le disent, mais j'ai encore pas vu quelqu'un qui dit, ah ouais, j'ai réussi la partie technique, mais j'ai échoué à cause de mon rapport. Mais Hackverboss, par exemple, ils mettent vraiment l'accent sur ça. Parce Effectivement. qu'ils ont compris l'importance du sujet. Quand même, faut pas envoyer n'importe qui dans le monde Et du moi, travail. j'ai- j'apprécie ça. Franchement, au départ, j'étais énervé. Mais après, les remarques étaient tellement pertinentes que, ouais, je dis non, mais ça en vaut la peine. Effectivement, ça vaut la peine de passer un peu plus de temps sur le rapport. Ouais, effectivement. En tout cas, je pense que franchement, tu nous as donné pas mal d'informations très intéressantes d'ailleurs sur la partie compétences à avoir. On pourrait passer du temps à parler de ça, on va Ah pas oui, il finir, y a, il y a franchement, parce trop que de choses à dire sur ce sujet.
Effectivement. On va essayer de voler un peu dans nos phases de questions-réponses. On va parler à présent de l'évolution, des défis, des réalités du pentest. Quelles sont les erreurs fréquentes que tu observes sur les débutants, comme nous, comme moi? J'ai été débutant aussi, donc j'ai commis certaines erreurs que je remarque aujourd'hui chez certaines personnes qui commencent. Donc, déjà, l'une des premières erreurs, c'est de confondre un environnement réel à un environnement de test, un CTF ou des plateformes comme Aquebots ou TryAcme. Et vouloir exécuter tous les outils qu'on connaît sans prendre en compte le contexte et le périmètre. Ouais. Moi, je te donne juste un exemple. Si je prends Aqueboss, je prends une machine, je récupère l'adresse IP, je vais lancer un scan agressif sur l'adresse IP parce que je sais que ouais, c'est dans un environnement contrôlé. Je me Mhm, dis, je lance un scan agressif, je laisse, je vais faire deux, trois choses, je reviens, il va me sortir tout ce qu'il a à me sortir. Ça, mhm. par exemple, c'est pas un truc que tu peux faire directement sur un environnement en production ou un environnement réel. Il y a des mesures de sécurité derrière. Il y a peut-être un firewall, il y a peut-être des mesures à prendre en compte. Si tu lances un scan agressif, imagine. Déjà, je prends le cas où il y a des mesures de sécurité. On peut bloquer ton scan ou on peut te renvoyer que des faux positifs. Maintenant, dans un autre cas, tu es sur un environnement sensible. Je prends les environnements les plus touchés par ce sujet, c'est les environnements industriels. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Un simple scan, ça peut faire tomber un environnement industriel. C'est des systèmes qui sont vieux, c'est des Vieux, systèmes avec la philosophie, tant que ça marche, on n'y touche pas. Et toi, j'imagine. tu viens avec ton Nmap, tu te dis, ah ouais, je vais lancer mon Nmap, ça va me sortir les ports ouverts, les technologies, nanani, nanana. Tu lances directement, tu vas tout casser. Ça, c'est l'une des premières erreurs. L'autre, c'est se lancer à la recherche de RCE. On a parlé de ça tout à l'heure, Remote Code Execution. C'est quelque chose qu'on remarque fréquemment dans les environnements de test. Quand je parle d'environnement de test, je parle des plateformes d'apprentissage comme Aqueboss et autres. Ouais, Parce que l'objectif, c'est récupérer des flags, accéder au serveur, exécuter des commandes. Donc, ils vont penser que c'est des choses qui sont facilement trouvables trouvable. dans des environnements réels. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que la probabilité que vous tombez fréquemment sur ça, elle est faible. Comme je l'ai dit au début, on est quand même en face de systèmes d'information avec un minimum de maturité. Et ils oublient parfois les failles logiques et se concentrent sur des failles qu'on remarque souvent sur des labs ou des CTF. La troisième erreur que je remarque souvent, c'est télécharger un POC ou un script et l'exécuter directement sur l'environnement sans lire. Ça, c'est une très grosse erreur. Ça, le backdoor, imagine. Ça, c'est une très grosse erreur. Si tu es sur un lab, tu peux le faire, il n'y a pas vraiment de risque parce que c'est un environnement vraiment contrôlé. Mais tu es sur un environnement d'entreprise. Tu ne peux pas exécuter n'importe quoi. Tu ne peux pas aller récupérer un script sur GitHub, tu ne le lis pas. Tout, limite, quand tu le lis, tu lis juste les arguments qu'il faut pour que le script marche. Tu lui donnes les arguments sans vérifier derrière. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il fait des actions qui sont interdites? Est-ce qu'il fait des actions qui pourraient créer des dommages au système que tu es en train de tester? Est-ce qu'il fait peut-être même des actions qui vont au-delà de ce qu'il devrait faire? Donc, tout ça, c'est important. Et c'est des erreurs qui, si tu n'as pas l'information, si tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter, tu peux faire ces erreurs. J'en ai fait certaines. Je prends par exemple la recherche effrénée de Crossfire comme des RCE. Au début, je l'ai fait. Confondre l'environnement réel à un CTF, je l'ai fait également. En lançant des scripts, ou pas des scripts, des scans agressifs sur ces systèmes, j'ai fait ces erreurs, j'ai compris très vite que c'est des choses qu'il faut pas faire. Il faut prendre en compte le périmètre, il faut prendre en compte le contexte. Il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte avant de faire ces actions. Donc voilà un peu ça, c'est, on peut dire, le top 3 des erreurs fréquentes que je vois chez les débutants. Et du coup,
la partie exploit qu'on prend sur un repo GitHub. Souvent aussi, tu vois le truc qui marche, tu vois. Tu sais que ça marche, tu as utilisé dans ton truc de CTF. Parfois aussi, hein, je me dis que le mec, il ne va pas prendre le temps de tout lire. Comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir lire rapidement, pour comprendre qu'ici, il n'y a pas un backdoor, il n'y a pas un truc qui peut casser le système? Est-ce que tu as un outil pour analyser rapidement? Est-ce qu'on peut donner du chat GPT, par exemple, pour analyser pour nous rapidement? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils alimentés par l'IA qui peuvent nous faciliter la tâche. En l'occurrence, on a ChatGPT, on a euh, c'est pas Grok, ça se dit Grok. J-Rock. On a Je crois que euh, oh, de Twitter Twitter, on X. a Claude, de Anthropic, on a Gemini. Ce sont des outils qui peuvent analyser rapidement le script ou l'outil que tu veux utiliser. Si c'est open source, si tu as accès au code, si tu penses que c'est trop long pour lire, donne module par module, où tu lui donnes l'entièreté du code, tu lui dis analyse-moi ça, vérifie les actions importantes que fait ce script, est-ce qu'il y a des actions malveillantes. Tu peux aussi lui donner le contexte. Parce que avec ces outils, quand je parle de ces outils, je parle des outils alimentés par l'IA. Si tu lui donnes un contexte, ça va affiner le travail, ça va lui permettre de te produire un meilleur résultat. Donc oui, je ne peux pas te dire n'utilise pas, puisque ça m'est déjà arrivé d'utiliser, j'avais pas le temps de lire tout le script. Je regarde les actions importantes, après il y avait trop de choses. Imagine, tu prends un script où tu as des bouts de code qui sont en chinois, par exemple, ça va être compliqué. J'ai déjà eu des POC qui ont été développés par des Chinois, donc tu as tout le code qui est en chinois. Déjà, quand c'est en anglais, Ça va. tu peux ne pas remarquer certaines actions malveillantes. Mais imagine quand c'est en chinois, ça va être compliqué. Donc, Ouais. utiliser des outils comme ChatGPT, ça peut être un plus. Ok, c'est bien noté, Goodwin. On se tend un peu vers la fin de ce podcast très passionnant. J'ai pas envie que que ça s'arrête. Moi non plus, mais bon, à un Il moment, faut que, il faut que ça s'arrête. faudra que ça s'arrête. Effectivement. Alors, comment vois-tu l'évolution du métier de pentester dans les années à venir? Puis, est-ce qu'il y a des spécialisations émergentes dans le domaine? Peut-être on peut parler du pentest OT, tu en as parlé, des IoT. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Non, oui, aujourd'hui, le métier de pentester, c'est un métier en pleine évolution. Donc, il y aura de plus en plus d'outils pour automatiser les tests, pour automatiser certaines actions du pentest, notamment dans le web, les API. Mais une chose est sûre, ces outils ne sont pas encore assez bien conçus pour remplacer le pentester. Même si ces outils sont bien conçus, il faudra quand même une action humaine derrière, un pentester derrière pour contrôler, puisque l'outil ne va pas se lancer tout seul. Déjà, il faut paramétrer l'outil, il faut le contextualiser à ton périmètre et tout. Donc, on aura toujours besoin d'un pentester. Et avec l'évolution croissante qu'on voit aujourd'hui des intelligences artificielles, il serait bien d'intégrer les intelligences artificielles dans la réalisation du pentest. Il faudra faire attention par contre aux environnements sensibles, aux environnements critiques. L'IA ne va pas remplacer le pentester, mais le pentester sera bien meilleur en intégrant l'IA à son travail. Ça va lui permettre d'automatiser certaines tâches, de simplifier certaines tâches, d'aller plus vite sur certaines tâches redondantes. Donc ça, c'est ce que moi je peux te dire comme évolution à venir. Ça, c'est ma vision. Bon, d'autres personnes peuvent avoir d'autres perspectives d'évolution sur le métier de pentester. Et pour les spécialisations émergentes, il y en a pas mal. Aujourd'hui, on a des domaines qui sont moins connus du grand public. On a le pentest des smart contracts, de la blockchain par exemple. La Ça, c'est des choses qui blockchain. sont peu connues, mais qui existent. C'est des systèmes qui présentent aussi des vulnérabilités comme les applications web. Nous avons des applications LLM, Large Language Model, comme les chatbots, les assistants IA comme ChatGPT, Gemini. C'est des choses qui nécessitent aussi des tests d'intrusion. On a aussi Mhm. l'IoT. Bon, l'IoT,
il est récent, mais il n'est pas aussi récent que ça. Ouais, C'est un truc qui existe quand même depuis des dizaines d'années déjà. Donc, il y a aussi du travail à faire de ce côté. Les anciens, on les connaît, c'est le réseau, l'API, le web, le mobile, ça va pas bouger. le cloud. Mais le cloud, c'est des choses qui vont pas bouger, mais il y a quand même de nouvelles spécialisations qui émergent. Et quand même, si on veut sortir, comme on dit, si on veut sortir son éponge du lot, il faudrait s'orienter vers ces domaines qui n'ont pas assez de praticiens. Je prends les smart contracts. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui font des pentests sur les smart contracts. Aujourd'hui, on prend les applications LLM. Il n'y a pas assez de personnes sur ça. Par contre, si tu prends du web, c'est le classique. Tu prends C'est- mobile, AD, tout ça, c'est le classique. Il y a suffisamment de personnes sur ça. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ces différentes spécialisations qui viennent, ou je dirais pas qui viennent, qui sont déjà là. Qui sont déjà là, ouais. Et d'ailleurs, il y a Aldeboss qui a un module, une certification, je dirais, sur le Red Team AI pour pouvoir faire le pentest des LLM, qui est très bien d'ailleurs. Je l'ai vu, bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur ça, mais j'ai vu C'est beaucoup de si, retours sur ça qui sont assez intéressants. Je crois même qu'ils ont un pro lab dédié à ça, si je me trompe pas. ouais. En tout cas, c'est bien. Moi, j'ai parcouru rapidement les 6 modules parce que moi, j'ai un accès premium sur la plateforme. Donc, je profite, ça va bientôt s'expirer. Donc, Ouais, il faut j'en profiter. profite. Je profite pour prendre les ressources. En tout cas, c'est bien. C'est quelque chose que, voilà, je compte m'y spécialiser après. On tend vers la fin, comme je l'ai dit. Pour les questions, quel conseil donnerais-tu à un jeune ou un professionnel en reconversion qui veut devenir pentester? Le- Parce que tu as déjà donné tous les conseils, hein? Bah, vu qu'on a déjà parlé de l'âge du métier, de ses rouages, des choses à connaître, le premier conseil que je vais vous donner pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous ne savez pas, ça sera, on va appeler ça, entre parenthèses, petite pause pub. Contactez MCA Academy. MCA Academy, c'est une académie de formation pour des étudiants, pour des personnes en reconversion, pour ceux qui souhaitent découvrir le métier de pentester, d'analyse cybersécurité. Donc, c'est une très bonne base parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a très peu de centres de formation qualitatifs qui vous forment sur le sujet. Donc, MCA Academy, ça a été créé par des personnes du domaine, donc qui savent de quoi ils parlent. Ça a été créé par Anne-Griff Esper, un thème que j'ai déjà refusé au début, mais c'est des personnes qui maîtrisent vraiment le sujet. Ce sont des professionnels, ce sont des personnes qui sont au cœur du travail, qui savent ce qu'ils vous enseignent, ils connaissent les besoins du monde du travail, donc ils savent comment vous mettre sur le chemin. Après ça, l'autre conseil que je peux donner, c'est la pratique. Les formations, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Parce que la formation, ça va vous donner la base théorique nécessaire, mais la pratique, ça va vous donner la maîtrise. La maîtrise des outils, la maîtrise des vulnérabilités. Passer du temps sur des CTF, passer du temps sur des challenges, passer du temps sur des labs, que ce soit des labs en ligne ou des labs créés par vous-même à la maison, passez du temps sur ça. Ça va vraiment vous permettre de performer, d'améliorer vos techniques, d'améliorer vos outils, de savoir, ah, dans tel contexte, il faudrait que j'utilise tel outil, dans tel autre, il faudrait que j'utilise telle technique. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je vais donner. MCA plus pratique. Et je pense que vous serez pâti. MCA, c'est quoi? C'est quoi la signification du sigle? MCA, c'est MIAT Cyber Security Academy. Le MIAT, c'est l'entreprise mère. Ok.
C'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est déploiement de systèmes d'information, pentest, audit de formation et tout ce qui a rapport. Je ne vais pas dire tout ce qui a rapport parce que le domaine de la cybersécurité, c'est vaste, mais on couvre quand même les aspects les plus courants en entreprise sur la cybersécurité. GRC offensive et Oui, puis la la partie défensive. défensive également. Ok. Du coup, pour finir, un dernier mot pour démystifier. En tout cas, c'est pour ces personnes-là qui pensent que le pentest, c'est quelqu'un qui pense à Chloé dans 24 chrono. Quel est le mot pour que ça soit clair pour nos auditeurs sur ça? Franchement, j'ai suivi beaucoup de films de hackers par le passé et plus tu évolues dans le domaine, plus tu te rends compte de la supercherie, tu te dis, ah non, c'est pas la vraie vie. Le pentest, c'est comme tous les métiers. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, tu n'es pas tout le temps derrière un ordinateur, en train de voir défiler des chiffres, en train de taper dans un terminal noir, en train de hacker tous les systèmes du monde. À croire que les systèmes du monde n'ont pas de mesures de sécurité, non. C'est un métier comme tout autre. Tu as des horaires de travail, soit de 8 heures à 17 heures. Tu as des pauses, tu as une vie après. Donc, ne pensez pas que une fois que vous devenez pentester, vous n'aurez plus le temps d'avoir une vie à côté, de sortir avec vos amis, de pouvoir chiller, profiter. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai une deuxième passion parce que la sécurité offensive, c'est d'abord une passion avant de devenir un métier. Et ma deuxième passion, c'est la photographie. Ça me permet vraiment de sortir de ce monde. Donc, supprimer l'idée que beaucoup se sont fait du pentest ou du monde de la cybersécurité offensive, toujours derrière un ordinateur, capuche, il faut vivre caché, il faut pas que les gens connaissent ton adresse, faut pas que personne doit connaître ton visage, tu dois toujours avoir un masque. Le célèbre masque de Anonymous. Anonymous? Ah, je me rappelle une époque, je l'avais pensant que c'est ça qui fera de moi un hacker. Mais non. Donc, tout ne se passe pas comme ça. C'est un métier. Ah, tu as ton masque. Faudrait que je pense à racheter le mien. J'en ai plusieurs. Je vais te faire un cadeau. Ça me fera plaisir. Il faut qu'on se voit à peu près un pot, je t'en donnerai. Ça, c'est avec plaisir. Parce qu'il me faut aussi un masque. Parce que ça permet de se replonger un peu dans ce mystère du hacker de film. Pour se donner un petit genre. Mais la réalité, elle est complètement différente. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez, vous avez un salaire, bien sûr, c'est un travail, vous avez un salaire, vous avez des congés, vous avez des journées de pause, vous aurez des journées où vous n'allez pas avoir vraiment de système à pénétrer parce que vous n'allez pas pénétrer tout le temps des systèmes. Donc, soyez relax, dites-vous que c'est un métier comme tous les autres qui nécessite Effectivement. de l'apprentissage, de la constance. C'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Et j'ai un ami qui me sort souvent une phrase. Il me dit, ton domaine, tu peux penser que tu es très fort, mais tu vas à l'autre bout du monde, tu vois un petit qui sort de nulle part, qui n'a même pas fait les mêmes études que toi, qui n'a même pas les certifications que tu as, mais qui est encore plus fort que toi. J'avoue, ouais. C'est un domaine à perpétuelle évolution, donc il faut se former. Il faut pas se former au détriment de sa propre vie. Il faut pas travailler au détriment de sa propre vie. Donc, C'est vrai. il n'y a pas vraiment de mystère autour. Franchement, c'est avec ces mots qu'on va te dire merci, Goodwin, pour cet échange sans filtre et plein d'enseignements. On retient que le pentest, c'est bien plus que du hacking. C'est une démarche rigoureuse, encadrée avec une forte dimension humaine et éthique. Oui. Ce métier évolue vite, demande des compétences variées, techniques comme relationnelles, mais surtout une passion continue pour Ah oui, l'apprentissage. ça c'est important. Si vous rêvez de devenir pentester ou simplement de mieux comprendre la logique derrière la sécurité offensive,
J'espère que cet épisode vous aura éclairé. N'hésitez pas à le partager, à poser vos questions sur nos réseaux et à suivre notre invité, même s'il dit qu'il n'est pas expert, qu'il est un expert du domaine, Non, je pour réitère, je plus ne de suis pas, contenu. je suis un professionnel du domaine, je ne suis pas un expert peut-être à l'avenir. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Goodwin pour plus de contenu inspirant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cybercast. Et d'ici là, restez curieux, restez connectés, mais surtout, restez sécurisés. Merci. Merci à toi, Junior. Merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés. Bah, j'espère qu'on va se retrouver dans un nouvel épisode pour plus de partage et plus, peut-être qu'on aura des histoires un peu plus intéressantes à l'avenir à raconter. Parce que J'espère. c'est un domaine qui est passionnant et plein d'histoires. J'espère. J'espère vraiment. En tout cas, merci Goodwin pour ta dispo.